bonsoir à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Merci d'être présent à cette heure-ci et sous cette chaleur. On est bien servi aujourd'hui. Donc ce soir, nous allons parler de l'approche offensive de la cybersécurité. Donc on va bien parler de concepts et non pas de solutions. Je vais commencer par me présenter. Je suis Tristan Tarieux, j'ai 37 ans, je suis responsable du SOC chez ATO Ingénierie et Groupe OCI. Et j'ai aussi en charge les activités offensives au sein de cette même structure. Je vais laisser mon collègue Noé se présenter. Bonsoir à tous, je suis Noé Zener et je suis en charge de tout ce qui est pentest et red team au sein de ATO Ingénierie. Merci. Voilà, donc Noé, c'est le bras armé et technique de cette approche-là, accompagné d'autres experts aussi, mais c'est lui qui a en charge avec moi-même de toute la stratégie offensive au sein du groupe. Et donc ce soir, nous allons discuter de cette approche-là, de ces enjeux-là, qui ont tout autant d'intérêt que les autres qui ont pu être présentés aujourd'hui. Donc tout d'abord, les principaux enjeux de la cyberoffensive. Bien évidemment, on ne va pas s'amuser à réaliser des activités offensives pour le plaisir. Évidemment, il y a des budgets alloués derrière. Premier enjeu et le premier questionnement, c'est les évolutions rapides des OPSEC. Donc l'OPSEC, c'est un concept que Noé va présenter tout à l'heure. Des groupes d'attaquants, c'est-à-dire leur méthodologie leur permettant de rester furtifs, d'accord, qui fait que on peut être victime de cyberattaques, d'accord. La recrudescence de vulnérabilités exploitables, aujourd'hui c'est un fait, on investit dans des produits de sécurité, des produits d'infrastructure qui, malheureusement, se retrouvent vulnérables au fil du temps, d'accord. Un système d'exploitation sa vie, ça se retrouve vulnérable et les attaquants le savent, d'accord. Ils vont s'attaquer à des produits phares du marché de manière à pouvoir pénétrer les systèmes d'information. L'accès public est aisé aux méthodes et outils d'attaque. Il y a 20 ans en arrière, l'accès à Internet de base était moins facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller sur son navigateur, aller sur GitHub, disposer, avoir toute la pleine connaissance des outils utilisés par les attaquants, avoir ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, de la manière dont on va exploiter des vulnérabilités pour pénétrer un système d'information. Donc ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est l'accès trop aisé aux outils et méthodes d'attaque. Les défis du cloud et de l'hybridité des SI, donc depuis 2019 et depuis le Covid surtout, on est face à une modernisation, une transformation du digital au sens large. Avant, on avait énormément d'infrastructures on-premise. L'arrivée du Covid a fait qu'il a fallu moderniser les systèmes et les rendre plus agiles au regard des besoins en nomadisme, par exemple. Le cloud aussi ouvre encore de multiples surfaces d'attaque sur Internet. À tort, beaucoup s'imaginent qu'avoir un système en cloud, c'est un système sécurisé. Oui, dans une certaine mesure, non, dans d'autres. La disponibilité de la donnée est un peu plus garantie que sur les systèmes on-premise. La sécurisation de la donnée, pas forcément. Les interactions des systèmes d'information entre clients, fournisseurs, partenaires, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Parce qu'on a de plus en plus d'attaques par supply chain, c'est-à-dire attaquer un fournisseur pour attaquer sa cible finale. Les investissements dans les outils de défense, c'est un vrai questionnement. Depuis 2019-2020, l'arrivée du Covid, énormément de structures les plus aisées, on va dire, dans un premier temps, ont acquis des solutions type EDR dans un premier temps, ont commencé à s'armer de SOC managés, dont parlait Jonathan pour ceux qui étaient là à la table ronde. Maintenant, remettre en question ces outils, cette capacité de détection et de réponse est un réel enjeu aujourd'hui en 2024 par rapport au risque. Pourquoi? Parce qu'on s'équipe, on coche des cases entre guillemets sur le papier pour être armé, pour être conforme par rapport à des référentiels des cyberassurances. Maintenant, est-on vraiment sûr que ce dont on dispose est réellement efficace au regard des fameuses évolutions des OPSEC que j'évoquais en point numéro 1. Et enfin, non négligeable, la faiblesse en sensibilisation des utilisateurs. Forcément, on estime que plus de 70 à 80% des cyberattaques commencent par un phishing. L'utilisateur est donc la faille première, en dehors des vulnérabilités des outils. Donc la cyberoffensive va permettre d'évaluer tout ça en parallèle d'autres enjeux tels que la sensibilisation de l'utilisateur à travers des campagnes de phishing qui sont en dehors de ces aspects-là. Donc 3 aspects majeurs dans la cyberoffensive. Alors il y en a un quatrième que je ne vais pas évoquer parce qu'il n'implique pas l'aspect humain. Le premier, ça va être le test d'intrusion, le pentest, qui s'exécute dans une période fixe. On commande un certain nombre de jours.
Voilà, on définit un scope de jours fixe, on cible un périmètre technique précis. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Un pentest Active Directory, un pentest web, un pentest de l'architecture Wi-Fi, un pentest d'une architecture Azure, Entra ID, etc., etc. Le but étant d'évaluer la résistance technique d'un système d'information. La Purple Team évalue les capacités de détection des outils. Donc dans la notion de Purple Team, on va inclure la Red Team et de la Blue Team. Reste à définir ce qu'est réellement une Blue Team. Est-ce que c'est uniquement un SOC ou est-ce que c'est toute personne agissant dans le maintien en conditions opérationnelles et sécurisées d'un système d'information? Challenge les processus et délais de réponse aux incidents. C'est là où on parle de DR, d'XDR, de NDR. Donc le DR, détection et réponse. Maintenant, les services managés derrière ou les équipes internes participent à ces processus de détection et de réponse aux incidents. C'est là où la Purple Team intervient. On vérifie si l'outil est capable de détecter, s'il bloque, si ça se trouve il n'a pas détecté, mais on va mesurer les indicateurs présentés, c'est-à-dire le mean time to detect, le mean time to respond. On va avoir d'autres mean time qui sont appliqués, le mean time to assist and analyze, etc. etc. Mais c'est ces indicateurs-là qu'on va mesurer à travers une Purple Team. Le but étant d'évaluer l'état de couverture de la surveillance des systèmes d'information pour voir s'il n'y a pas de trou dans la raquette dans le système de détection global. Parce que, comme je l'ai expliqué, étant donné que les systèmes sont de plus en plus hybrides, on a des sources de journalisation extrêmement variées, extrêmement étendues, on peut passer à la trappe, on peut ne pas avoir tout le périmètre de détection couvert. Okay. Et enfin, le sujet du jour, la Red Team, où, contrairement au pentest, parce que les deux sont liés, mais il y a énormément de confusion entre les deux se rapprochent, mais ce n'est pas exactement la même chose, et Noé va le développer un petit peu plus tout à l'heure. La Red Team, l'objectif, c'est d'avoir une temporalité étendue dans l'exécution, et non pas une période d'exécution fixe, parce que dans la Red Team, le périmètre va être technique, effectivement les vulnérabilités comme en pentest, mais il va être aussi humain. On va impliquer la fameuse faille humaine, liée au manque de sensibilisation, et donc dans une temporalité étendue pour rendre réellement réaliste l'opération. Un acteur malveillant, lui, il ne va pas réaliser son attaque sur 3 jours ou sur 4 jours. Il va la réaliser sur 2 voire 3 mois. Il va vous cibler, il va vous étudier. La Red Team, l'objectif, c'est ça. C'est d'avoir toutes les phases employées par un cyberattaquant simulées dans une prestation ou dans des équipes Red Team internalisées. Je vais donc maintenant vous parler un peu de tout l'aspect Red Team. Donc on entend souvent parler de pentest, mais pas tellement de Red Team. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une opération Red Team? Donc l'objectif d'une opération Red Team, ça va être surtout d'évaluer la sécurité globale d'une entreprise, donc sur un périmètre très global. En Red Team, on va avoir une notion d'émulation adverse, donc c'est-à-dire préparer une entreprise à faire face à des menaces qui sont personnalisées par rapport au type de l'entreprise. Ce qui permet à l'entreprise de combattre plus efficacement et de façon plus intelligente les menaces qui la ciblent. On a également une notion de périmètre qui est très importante en Red Team, étant donné que le périmètre est très global. On va se baser sur des objectifs et des trophées. Et on va également définir tout un cadre légal et des limites. On a également une notion d'OPSEC, dont je vais parler un peu tout à l'heure, donc qui va concerner tout ce qui est la discrétion, sauf en cas d'émulation adverse spécifique, et l'atteinte de l'objectif le plus rapidement possible, tout en minimisant les détections. Quelle est la différence réelle entre un pentest et une opération Red Team? Donc un pentest va être d'abord défini sur un périmètre très global. Donc on va essayer d'être exhaustif au niveau du périmètre. Une Red Team va justement être plus globale, donc vraiment sur toute l'entreprise. On va se baser sur des objectifs et des trophées. Donc un objectif, ça peut être très bien une machine à atteindre ou par exemple des fichiers à compromettre, des fichiers stratégiques. Et on va aussi se baser sur des trophées. Donc ça va être un échelonnage de choses auxquelles on devra avoir accès, qui sont vraiment ordonnées comme sur des marches d'un podium. On a également une notion de ce qu'on va attaquer. Donc un pentest, c'est vraiment limité à une stack. Par exemple, un pentest Active Directory,
on va rester sur de l'Active Directory. Un pentest web, ça va rester vraiment sur du web, alors qu'en Red Team, on va vraiment tester plusieurs facteurs. Donc, 3 facteurs notamment. Premièrement, le facteur logique, donc ça va être vraiment la technique pure, l'informatique. Deuxièmement, le facteur physique, donc notamment via de l'intrusion physique par exemple, ou encore le facteur cognitif. Donc là, on va vraiment parler de social engineering et directement voir si on peut agir au niveau des personnes. En pentest, on n'a pas du tout de notion de blue team. La blue team n'est pas engagée. Donc on n'a pas cette partie détection et réponse. Donc on ne teste pas du tout les process et les personnes. Alors qu'en Red Team, comme dit, on va essayer de tester la capacité globale de l'entreprise. Donc on va également prendre en compte tout ce qui est réponse. Donc la Blue Team est engagée. Et on va la tester spécifiquement face à une menace qu'on pourra émuler via justement de l'émulation adverse. Enfin, en pentest, l'objectif premier est d'exploiter le système et de vraiment être exhaustif au niveau du rapport et de la restitution. Contrairement à une Red Team où l'objectif va être de directement aller à l'objectif, donc le plus rapidement possible et en faisant le moins de bruit. Donc on peut potentiellement passer certaines vulnérabilités ou certains éléments qui ne nous seront pas forcément utiles pour l'opération. À noter quand même qu'une opération Red Team, on inclut bien évidemment les personnes, donc vraiment cette partie cognitive qu'on n'a pas du tout dans tout ce qui est pentest. On va parler maintenant d'émulation adverse. Donc j'en ai pas mal parlé dans les slides précédentes. Donc ça va vraiment être d'émuler une menace selon les souhaits de l'entreprise. Donc c'est vraiment une volonté de réalisme. On va essayer d'émuler une menace existante qui est déjà présente et qui est personnalisée selon l'entreprise. Donc c'est surtout destiné à des entreprises matures, étant donné qu'une entreprise mature au niveau de la sécurité pourrait savoir quelle menace la cible, et donc on pourrait en tirer un profil. Donc encore une fois, ce profil servirait donc à la Red Team à attaquer l'entreprise de façon réaliste et en fonction vraiment des menaces qui la ciblent. Donc ça permet vraiment de mieux se défendre et encore une fois de se défendre plus intelligemment. Comment cette émulation est possible? C'est grâce notamment à des outils, donc par exemple des C2, des command and control, où on va souvent avoir un profil malléable, donc on va pouvoir modeler en fonction de la menace qu'on souhaite émuler. C'est également au niveau des TTP qu'on va essayer de reproduire, qu'on peut émuler une menace, mais également au niveau des artefacts qu'on va laisser au sein du réseau lui-même. Je vais vous parler maintenant un peu d'OPSEC. Donc qu'est-ce que l'OPSEC? L'OPSEC, c'est pour Operation Security. Donc c'est un terme qui vient de l'armée, qui en fait se prémunir des risques associés au fait qu'une information sensible soit découverte par l'opposant. Dans le cas d'une Red Team, l'opposant, c'est bien évidemment la Blue Team. Pourquoi l'OPSEC, c'est important? Parce qu'un opposant pourrait prendre en compte certaines de nos actions et en déceler une opération en cours. Ce qui pourrait totalement faire échouer par exemple une opération Red Team. Et donc on n'arriverait pas au bout, on n'aurait pas nos trophées et on n'irait pas aux objectifs. L'OPSEC est également bidirectionnel. Ce qui veut dire que la Red Team doit être OPSEC parce qu'elle ne doit pas se faire voir par la Blue Team, et inversement, la Blue Team doit être OPSEC parce que la Red Team ne doit pas pouvoir entraver ses capacités de détection et de réponse. Il y a également une extension à cette OPSEC, c'est que lorsqu'on fait une prestation par exemple de type Red Team, on va éviter de faire des actions qui vont plus impacter le SI que ce que ça ne l'aide. Donc typiquement, si on utilise des outils qui ouvrent des failles ou qui présentent des vulnérabilités, ça pourrait permettre à un attaquant qui est déjà sur le réseau ou qui voudrait rentrer dans le réseau d'y accéder ou d'élever directement ses privilèges au sein du réseau. Donc ce qui n'est pas forcément top. Je vais vous parler maintenant un peu de la méthodologie Red Team. Donc c'est une méthodologie qui a été tirée
de la méthodologie Mandiant, donc une filiale cybersécurité de Google. On l'a segmenté en deux parties, donc la partie externe et interne. Normalement, dans la méthodologie de Mandiant, c'est pas segmenté, mais c'était pour que ce soit plus pratique à présenter. Donc, un attaquant, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va essayer de connaître sa cible. Donc, on va avoir vraiment une reconnaissance externe. Donc, via, par exemple, de l'OSINT, donc de la recherche à source ouverte. On va avoir également toute une partie passive, donc au niveau du DNS notamment. On va avoir une recherche de leaks par les attaquants pour pouvoir entrer, on va dire, de façon plus aisée, étant donné qu'avoir directement des identifiants et un mot de passe, c'est plus simple qu'une compromission par une charge utile, par exemple. Et on va regarder aussi les services qui sont exposés. Toutes ces informations vont nous permettre d'en tirer un scénario. Ce scénario, on va ensuite l'utiliser dans la phase d'accès initial pour vraiment accéder au réseau interne de l'entreprise. C'est là que vient ensuite le maintien de l'accès. Donc là, à ce moment-là, c'est un maintien de l'accès non privilégié, donc ce qu'on appelle par exemple de la persistance userland. Une fois que l'attaquant a mis vraiment un pied dans le réseau, on va avoir une phase d'élévation des privilèges. Donc l'attaquant va utiliser des vulnérabilités et des mauvaises configurations qui vont lui permettre de gagner des accès ou d'avoir accès à des comptes, par exemple, des comptes utilisateurs ou des machines qui seraient stratégiques. Vient ensuite la reconnaissance interne. Donc c'est à ce moment-là notamment qu'on va localiser où se trouve l'objectif et un peu regarder le contexte dans lequel on évolue. On va ensuite avoir la phase de mouvement latéral. Donc ça va être vraiment l'utilisation des comptes et des privilèges acquis lors de la phase d'élévation des privilèges. Une fois que l'attaquant est privilégié, qu'il a un accès admin sur le domaine, il va pouvoir installer une persistance directement en tant qu'admin du domaine et donc maintenir son accès. Et c'est seulement ensuite que vient l'accès à l'objectif, donc au plus rapide encore une fois. On a également des méthodologies spécifiques que je n'ai pas présentées ici, comme par exemple TIBER-EU. Donc là, on va vraiment avoir une partie de threat intelligence avant la phase de Red Team pour mieux cibler l'émulation de la menace. Comment on prépare une Red Team ? Donc la préparation est une partie très importante de la Red Team, et notamment pour l'OPSEC, encore une fois. On va d'abord chercher à préparer tout ce qui est infrastructure Red Team et infrastructure de phishing, selon les scénarios entrepris. On va également faire toute une phase de recherche sur la partie technologie liée au scénario. Donc par exemple, si on va utiliser du phishing, on peut avoir un faux site de support avec des commandes potentiellement qu'on pourrait utiliser pour avoir un accès au SI. Ou par exemple, si on utilise des charges utiles avec du staging, donc de la récupération de charges à distance, on pourra avoir un site dédié à ça. Le développement de malware est également une partie très importante, encore une fois pour l'OPSEC, étant donné que la plupart du temps, un malware sorti d'un outil de type C2, il sera détecté par quasiment tous les antivirus et les EDR. Après, ça dépend aussi des C2, des solutions, etc. Vient ensuite la phase de scénario, de la mise en place du scénario. Donc, par exemple, j'en ai listé 3 grands. Donc, par exemple, le phishing. On peut avoir du phishing qui va directement se focaliser sur des identifiants, ou alors qui vise à déposer directement une charge sur un ordinateur ou qui vise à ce que l'utilisateur exécute la charge. Donc là, encore une fois, il faudra prendre en compte l'OPSEC pour faire en sorte qu'on soit le plus discret possible. On a également des scénarios de type physique, donc tout ce qui est intrusion physique, par exemple poser sur un parking des clés USB ou débrancher une caméra et se brancher à la place. Et depuis peu, on a également un vecteur qui s'appelle le vishing, qui est assez récent. Donc ça va être vraiment du social engineering via la voix, donc via les appels, un appel téléphonique directement à l'utilisateur ou à la cible. On va ensuite mettre en place tout ce qui est outils dont on va se servir durant notre opération. Donc par exemple, les outils de reporting ou encore notre environnement global.
donc nos machines Windows ou alors une Kali si on en a besoin. Merci. Vous m'entendez ? Ouais, c'est bon. Alors l'importance du périmètre, pourquoi ? Alors qu'est-ce qu'un périmètre ? Qu'est-ce que ça définit ? Alors, il va définir le scope technique et humain exact à auditer. Les limitations et interdictions, ça c'est le point le plus important, comme l'a évoqué Noé. L'objectif n'est pas de détruire tout ou une partie du SI dans le cadre de l'exercice, c'est de faire ça en bonne intelligence, en bon père de famille, pour faire évoluer la structure globale. D'accord ? Les périmètres sensibles, donc pas les interdits, mais les périmètres sensibles, là où il faut aller doucement dans les méthodes de reconnaissance, parce qu'un simple, c'est du vécu, et mes équipes peuvent vous le dire, des simples scanners de vulnérabilité peuvent faire tomber des ERP. D'accord ? Donc déjà, un, l'objectif est foutu parce qu'on a été détecté, et deux, impact client fort. D'accord ? Décrire en toute transparence en tant que prestataire Red Team les méthodes employées et à proscrire en toute transparence avec des interlocuteurs limités. L'objectif justement, étant donné que la Blue Team est engagée en termes de SOC et en termes d'équipe interne, l'objectif c'est que toute la DSI ne soit pas au courant qu'il va y avoir un exercice Red Team, sinon les résultats seraient complètement biaisés. Le périmètre permet de dimensionner la durée des exercices. Avoir une brève photo du système d'information de l'exercice Red Team permet de dire, voilà, pour cet exercice, on va grosso modo pouvoir définir une période de 1 mois, 2 mois. L'objectif n'est pas de surdimensionner la prestation ou de la sous-dimensionner. Le but étant d'atteindre les objectifs et d'avoir un temps alloué raisonnable et réalisable surtout. Il va permettre d'anticiper la phase de R&D contextualisée, effectivement. Voilà, dans le monde de la prestation, tout se chiffre, forcément, tout se valorise. Donc, cette phase-là est à anticiper pour pouvoir, encore une fois, dimensionner correctement l'exercice Red Team. Le périmètre va aborder des enjeux légaux, notamment dans le traitement des données à caractère personnel. Forcément, à partir du moment où on fait de l'OSINT, de l'ingénierie sociale, l'équipe Red Team va collecter à un moment donné la donnée à caractère personnel, de manière publique, de manière plus privée, sur le système d'information, à partir du moment où il y a eu intrusion, élévation de privilèges ou simulation d'exfiltration de la donnée. D'accord ? On va aborder des enjeux légaux dans le sens où un périmètre, notamment sur vos infrastructures on-premise, c'est votre propriété. Ça l'est moins lorsque vous avez des systèmes en cloud, et c'est là où est le danger, c'est de commencer à réaliser des audits Red Team sans que vos prestataires cloud, Microsoft, OVH, etc., n'en étaient informés. Parce que de leur côté, forcément, s'ils commencent à subir des attaques, théoriquement, ils ont le droit de porter plainte contre vous ou contre le réalisateur de l'opération Red Team. Forcément, ça laisse des traces, on va retrouver des adresses IP sources. Forcément, s'il n'y a pas eu de contrat signé en amont avec ses fournisseurs aussi, c'est une partie prenante qui est importante à prendre en compte. D'accord ? J'entends beaucoup de clients qui me disent « Moi, je veux challenger la capacité de résilience de mon application en SaaS de Microsoft 365. » Grosse erreur. Je ne vous encourage pas du tout à procéder de la sorte parce que vous pouvez encourir des sanctions pénales aussi. D'accord ? Contractualisation avec les parties prenantes externes, comme je l'évoquais. Mais dans ce type d'exercice, tout comme dans le pentest d'ailleurs, il est important de contractualiser de manière à inscrire dans le marbre ce fameux périmètre, de manière à ce que toutes les parties prenantes le respectent et ne sortent pas du cadre. Je termine juste avec une slide, je crois qu'on est hors clou. La phase de reporting, l'objectif c'est de démontrer, de reporter les constats remontés dans les opérations, d'accord ? Les failles, faiblesses et vulnérabilités remontées, les méthodes, chemin de compromission et outils employés pour atteindre l'objectif, démontrer un niveau de criticité en fait, par rapport à chaque vulnérabilité remontée. Pourquoi ? Parce que ce qui est nécessaire aux clients, aux bénéficiaires, je ne vais pas parler de clients, je parle plus de bénéficiaires, parce qu'il peut y avoir des équipes Red Team internes, c'est d'avoir un plan de rémédiation et de renforcement priorisé. Si on n'applique pas une criticité sur ce qui a été découvert, si on ne contextualise pas le plan de rémédiation, entre guillemets, on peut faire une opération blanche. Je suis tombé sur énormément de mes clients qui ont réalisé des pentests ou des red teams par le passé, qui ont eu des plans de renforcement rémédiation à rallonge, pas priorisés, pas contextualisés. Au final, 2 ans après, rien n'a été fait. L'objectif, quand même, c'est de renforcer la résilience
et de combler les vulnérabilités face à ce qui a été constaté. Si rien n'est contextualisé, le client il va aller à reculons en fait, dans ses phases de renforcement, et 2 ans après, il est tout autant vulnérable qu'à l'origine de l'exercice. Et enfin, ce plan de rémédiation a pour but aussi d'améliorer la Blue Team dans sa capacité de détection et dans ses processus de réponse à un incident. Juste pour clôturer, on parle de Purple Team, effectivement ça peut être litigieux dans le discours. La Purple Team a réellement pour objectif de challenger, de se poser à la fois Red Team, Blue Team, ensemble, de travailler ensemble. D'accord ? J'exécute telle action, est-ce que tu l'as détectée, dans quel délai? Ou alors, la Red Team va exécuter, attention, vous allez challenger là-dessus. La Red Team, l'opération Red Team, il n'y a pas de coordination du tout avec la Blue Team. C'est ça la grosse différence entre Blue Team et Purple Team. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. D'accord ? Voilà, donc nous avons terminé, en dépassant un petit peu, désolé. Merci.